Very few people truly understand what a free internet means and implies, its dimension, its impact on behaviors, consumers, education, society, and more generally on present and future generations. It is an extension of human beings, allowing anyone to reach high levels of liberation never seen before, while evolving in an ever more crowded world. It represents the possibility at last to recognize true self-sovereignty for people and communities in a global, interconnected, and organized flow of shared information and real economy. In any kind of society, information is key. It is the source of power and a majestic tool to control public opinion and justify the atrocities that have crippled humanity in the last 2000 years. Until now, information has been a luxury only few men possessed and shared in closed power circles. Information technology changed all that. It has provided a democratic way to share information and organize collective actions in the interest of the many, threatening the controlling of the few. It is clear that the war for control has now been declared on the web. From the Patriotic Act or more recently the emergency state in France, highly undemocratic laws are passed and this country's citizens are giving away their freedoms without question for the so-called protection. The situation is critical and we should not stand down. We believe the time for experimentation is over. Internet is today the last free media on earth. It is our only hope to overcome manipulation and political drama taking place globally in front of our eyes. Captive is an organization designed to create and support innovative projects benefiting mankind as a whole. Through our choices in the technologies we use, such as cryptography, our ethics and business models, we created Captive to promote basic rights such as privacy and self-determination, which are key issues for a genuine democratic society. Internet, si vous voulez, c'est un univers de possibilités. Énormément de choses à faire sur Internet, on est loin d'en avoir fait le tour, c'est un espace de créativité infini, aussi infini que notre univers physique. Typiquement, on a du mal à en définir les contours et on peut même envisager avec les nouvelles technologies qu'il est en expansion, cet univers de possibilités. C'est un univers très intéressant pour les explorateurs que vous êtes. Captive aussi navigue finalement dans cet univers. Comme le disait Edwin Hubble, c'est un univers finalement qui ne repose pas uniquement sur le côté empirique et matériel qui a ses limitations, mais qui laisse la place également aux possibilités intuitives, possibilités de prendre des ressources dans les rêves et la spéculation. Il y a beaucoup de choses à faire sur Internet. Captive, aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de projets donc, qui suivent la vision que je vous ai présentée tout à l'heure. Des projets dans divers domaines, ça va être des domaines dans l'industrie, dans l'environnement, dans l'économie, dans le partage d'informations, dans ramener un petit peu plus de démocratie aussi à la disponibilité du public. Et on a choisi aujourd'hui de vous présenter 3 projets. Alors pourquoi ces 3 parmi les 10 ? Il y a 2 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est déjà de vous sensibiliser sur le fait qu'il est très important, si vous voulez entreprendre sur Internet, parmi ces myriades de possibilités, comme je vous ai dit, c'est très important que vous sachiez pourquoi vous faites ça. Pourquoi finalement vous choisissez un projet, pourquoi vous voulez lancer une idée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez changer, qu'est-ce que vous voulez apporter, quelle brique vous voulez laisser derrière vous en fait. On s'est posé souvent cette question chez nous à Captive, sur pas mal de projets. Et vous allez vous rendre compte en fait qu'en répondant à cette simple question, ça va vous faire comme une boussole pour vous diriger dans cet univers et atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement. Le deuxième objectif de cette présentation, c'est également vous faire comprendre qu'une fois que vous avez répondu à cette question, du pourquoi, finalement ça va être beaucoup plus clair. Et des fois, même des solutions qui paraissent très simples, des concepts assez basiques, permettront potentiellement d'apporter le changement que vous voulez. Impulser un changement profond, soit un changement profond sociétal, soit dans le domaine d'activité sur lequel vous voulez exercer. Le premier sujet en fait qu'on veut aborder avec vous aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, comme vous le savez, vous l'avez vu certainement, c'est un concept qui devient de plus en plus flou dans nos sociétés. On parle de plus en plus de contrôler la liberté d'expression, sachant que c'est un non-sens absolu, puisqu'à partir du moment où on essaie de contrôler la liberté d'expression, il n'y a plus de liberté d'expression. C'est logique. C'est un peu comme si on essaie de décrire le silence, à partir du moment où on commence à parler, il n'y a plus de silence. C'est un peu la même chose avec la liberté d'expression. Donc on a sorti une idée, en fait, un projet qu'on a appelé Streeted, dont la catchphrase, en fait, c'est « All ideas are worth spreading ». Donc j'imagine que vous voyez à quoi ça fait référence.
Ça fait référence bien évidemment à TED. Je ne sais pas si vous connaissez TED. Donc nous on est très fans de TED. Il y a énormément de très bonnes conférences en fait, qui ont lieu sur TED dans tous les domaines. C'est assez incroyable. Mais j'aime bien aussi TED parce que je trouve qu'ils ont un service marketing très performant pour le coup, puisque quand on regarde leur catchphrase, Ideas worth spreading, ils nous disent clairement quelque chose, même sur une catchphrase qui est assez punchy finalement et qui est assez, on va dire, innocente. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que finalement, on va vous diffuser des idées jugées valables pour les diffuser. Alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de conférenciers qui souhaitent passer à TED et qui ne peuvent pas, puisqu'on a des boards de scientifiques, il y a des boards en fait pour tous les sujets qui vont décider si finalement les idées de la personne qui veut présenter sont valables pour l'image de TED, pour ce que TED souhaite représenter en fait dans le public. Donc ça c'est un point très important, puisque derrière ce concept assez innocent, on voit très bien le contrôle de l'information et que ça peut très vite dériver sur un outil de censure. Street TED, c'est quoi finalement? C'est finalement essayer de faire la même chose que TED, mais dans un environnement beaucoup plus ouvert. On va essayer de permettre à n'importe qui de faire un talk, comme je fais aujourd'hui finalement, n'importe où, d'exprimer ses idées par des présentations. Ce qu'on voit derrière l'image, ça existe déjà en fait, c'est pas un concept nouveau, c'est à Hyde Park à Londres. Il y a un coin, donc c'est un petit coin dans les bordures externes en fait, de l'extérieur du parc, où les gens peuvent venir monter sur une petite estrade et exprimer leurs idées. Ensuite, il y a des discussions, c'est ouvert, etc. Ce qu'on aimerait faire avec ce projet-là, c'est d'ouvrir cette possibilité, mais partout. Pourquoi finalement les gens ne pourraient pas décider de faire une présentation sur quelque chose qui leur tient à cœur, sur des idées, des opinions, où ils le souhaitent. Donc comment on peut créer cet outil, comment le numérique finalement va venir appuyer ce principe, cette idée-là. En fait c'est très simple, vous allez voir. On souhaite créer un outil qui permette au speaker de choisir une géolocalisation, bien évidemment pour faire son speech, je veux dire faire un speech Epitech ou ailleurs, peu importe. De partager des données, si je veux partager une présentation que les gens peuvent suivre sur leur iPhone en direct, en me regardant parler. Donc finalement, on peut, avec les moyens du bord, remplacer les moyens de TED. Chacun a son petit écran pour suivre ce qui se passe. On peut partager tout type de données, bien évidemment. On peut permettre la prise de vidéo par le speaker ou un de ses acolytes pour permettre la diffusion derrière sur YouTube. Donc on peut également utiliser les moyens qu'on a aujourd'hui, finalement, pour communiquer, pour diffuser également ces idées-là. Donc c'est très intéressant. On voit qu'on peut, comme ça, finalement, embriquer différents concepts, différents outils pour créer une solution nouvelle. Et l'audience, finalement l'audience pourra chercher des speaks, des talks, passer en mode présentation pour suivre la présentation, laisser des notes et des commentaires, et bien évidemment suivre les speakers qu'elle trouve intéressants. Voilà. Donc c'est un projet qui est assez simple et qui peut changer les choses, qui peut permettre aux gens finalement de se réapproprier l'espace public déjà, pour s'exprimer, qui peut permettre aux gens de parler de choses qui leur tiennent à cœur, etc. et d'échanger. Aujourd'hui dans la rue on n'échange plus. Ou très peu, et les places d'expression qui sont très intéressantes comme TED ne sont pas forcément ouvertes à tout le monde. Donc là, ce qu'on aimerait bien travailler avec vous, si vous souhaitez, c'est développer l'outil Street TED. Donc on veut le développer sur une architecture décentralisée. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, puisque pour nous, l'architecture décentralisée, c'est l'avenir du web, concrètement, puisque c'est ce qui permet de dépasser les frontières, dépasser les contrôles, et d'être certain que les informations ne sont pas perdues et ne sont pas piratables. Voilà. Le deuxième projet qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est le Captive Network. C'est un projet qu'on a à cœur depuis très longtemps, ça fait à peu près 3-4 ans qu'on est sur ce projet-là, peut-être un petit peu plus. L'idée de ce projet, c'est comment faciliter la mobilisation de personnes autour d'une cause commune. Quelle que soit la cause finalement, une cause commune, on veut s'organiser autour de cette cause-là. C'est un projet, on a eu l'honneur en fait d'être sélectionné en tant que Startup Alpha au Rise, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un spin-off du Web Summit. En fait, ils déploient le concept un peu partout dans le monde et ils invitent des startups pour présenter, pitcher un petit peu ce qu'ils font. Et on a été invité à Hong Kong, donc l'année dernière en été.
pu présenter ce projet-là, on est très heureux. Et l'idée derrière ça, c'est quoi finalement? C'est que si on regarde un petit peu les événements qui se passent dans le monde aujourd'hui, on voit que le numérique commence à prendre une place importante. Place importante pour parler de ce qui se passe, pour démocratiser, partager de l'information, communiquer en fait sur l'événement. Aujourd'hui, même les chaînes d'information relaient, des tweets relaient, c'est devenu normal quasiment pour tous. Et j'aime bien ce panneau qui dit que voilà, les nouveaux outils de la révolution, c'est plus des machettes ou des AK-47, c'est le numérique, c'est Twitter, c'est Facebook. Alors Twitter et Facebook, c'est bien, mais ce n'est qu'un outil de communication. Et si on utilise Internet seulement comme un outil de communication, voilà ce que ça donne. Alors, on ne veut pas forcément aller là-dedans non plus, il faut trouver d'autres solutions pour permettre aux gens de faire plus avec le numérique. Du coup, est-ce que le numérique ne peut pas finalement accompagner plus, on va dire, l'organisation, cette mobilisation de personnes et de ressources autour d'événements extraordinaires, d'opérations civiles? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin que simplement de la communication? Donc ce qu'on a imaginé, en fait, c'est un système qui permet de faire des passerelles autour d'une mobilisation, d'un événement. On fait des passerelles entre les utilisateurs qui vont être connectés entre eux, des fonctionnalités, donc ça peut être du chat, des appels, de la géolocalisation. En fait, on va diviser les fonctionnalités en modules qu'on peut plugger finalement qu'on peut bridger avec les utilisateurs. On va partager des données, des ressources matérielles, ça peut être ma voiture, mon appartement, ça peut être, enfin voilà, ce qu'on veut apporter finalement en matériel à l'événement. Ça nous permet de temps de données. Donc ça nous donne quoi? Finalement, si on regarde bien, ça nous donne un micro-réseau social. Micro, pourquoi? Parce qu'il est éphémère, il ne dure que pendant la période de l'événement, c'est-à-dire que, par exemple, on pourrait tous être connectés ici sur un outil numérique, sans qu'on se connaisse et sans qu'on soit connecté une fois que l'événement est passé finalement. Vous pourriez tous avoir accès à la présentation, vous pourriez tous suivre la présentation, et vous pourriez tous télécharger des données, etc. C'est ouvert, tout le monde peut participer, et fonctionnel, puisque les fonctionnalités sont attachées directement à l'événement. On a choisi les Restos du Cœur ici parce que, bon, c'est une cause en fait importante. Le problème, c'est quoi aujourd'hui avec les Restos du Cœur, si on va revenir? Enfin, moi, ça m'est arrivé de me dire, j'aimerais bien participer, mais bon, les Restos du Cœur, il faut trouver le temps. On ne sait pas quand on peut intervenir exactement, on ne sait pas à qui il faut parler. Enfin voilà, et on n'a pas forcément le temps dans des vies qui sont assez chargées aujourd'hui. On a tous un travail, on a tous une famille, on a tous des amis, etc. C'est compliqué. Si on avait un outil qui permettait au Resto du Cœur de dire à tout le monde, bon, ben voilà, là on a besoin de personnes, on a besoin de ressources pour intervenir à tel moment de la journée, tel jour, ce serait beaucoup plus facile pour moi de mobiliser finalement et de commencer à m'impliquer dans ce genre d'opération. Donc le but premier, c'est ça. Cet outil-là permet de faire beaucoup plus de choses, si on va un petit peu plus loin dans la réflexion. Ça permet aux gens de créer leur propre service. Comment on fait ça? Typiquement, imaginez qu'on crée un contexte d'utilisation, on va connecter notre famille avec un appartement qu'on a au bord de la mer, par exemple, avec un module de paiement pour partager les frais, et des photos. Voilà, sur les vacances d'été, c'est la période de temps. Ça nous donne quoi? Simplement, un Airbnb privé, familial. Je peux connecter toute ma famille, et chacun peut réserver des créneaux sur les 2 mois, juillet-août, par exemple, pour aller partager l'appartement familial. Si on prend un autre exemple, on est chef d'entreprise, et qu'on connecte nos employés avec une flotte de véhicules, fonctionnalité de paiement également, de GPS, localisation, pourquoi pas, et des documents pour être sûr que chacun signe bien les contrats, etc. associés. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un Blablacar d'entreprise. Un Blablacar privé. En fait. Très simple à créer. Et en fait, quand on utilise ce contexte-là, qui est encore une fois un concept très simple, mais qu'on le déploie avec davantage de fonctionnalités, on a prévu de développer un SDK typiquement pour que les développeurs puissent développer des micro-fonctionnalités que les gens puissent plugger à leur contexte, on peut créer toutes sortes. On peut donner la possibilité aux gens de créer les services qu'ils souhaitent. Et donc c'est un sujet qui est passionnant pour nous en tout cas. Donc là-dessus, ce qu'on aimerait bien, si vous souhaitez participer, c'est développer la première itération du modèle. Donc on l'a présenté aujourd'hui à Hong Kong, on a reçu une bourse French Tech pour développer le premier MVP. Et donc on est en cours en fait de développement à ce niveau-là, et on a besoin
si on peut avoir des coups de main, effectivement, par des gens qui comprennent ça. Vous passez en web ou en mobile ou les deux ou... Là-dessus, ce sera web, première itération, avec simplement des applis web, comme une appli web, qu'on puisse quand même ouvrir sur le téléphone. Et ensuite, on passera effectivement plus tard en natif. D'accord. C'est du web mobile qu'on migrera qu'on développe en cross-platform par simplicité et efficacité de temps de développement et qui a vocation à devenir des applis natives à terme. D'accord, Le troisième et dernier projet pour aujourd'hui, c'est pas un des moindres, c'est un projet qu'on a appelé Human Cost. L'idée, c'est est-ce que le numérique peut être un outil pour mettre fin à l'impérialisme économique. Alors pour définir ce qu'est vraiment l'impérialisme économique, j'ai trouvé important dans cette présentation qu'on fasse un petit bond dans l'histoire pour regarder un peu ce qui s'est passé. Et on va regarder ce qui s'est passé en Indonésie typiquement. En 1949, en Indonésie, je suis désolé, c'est un petit cours d'histoire, mais c'est important, je pense, pour qu'on soit tous au même niveau. En Indonésie, en 1949, il y a un président, Sukarno, qui a été élu démocratiquement par son peuple. Il est considéré comme le libérateur de l'Indonésie, puisqu'il s'est battu notamment avec les Hollandais pour libérer son pays de la colonisation. Il y a eu de nombreuses confrontations entre le peuple qui voulait cette révolution, qui voulait cette libération, et les Hollandais, notamment. Mais il a réussi, il a libéré son pays de la colonisation. Une fois qu'il était au pouvoir, le FMI, la World Bank, lui ont fait des appels du pied très forts pour lui dire écoute, on va te prêter beaucoup d'argent pour investir dans l'industrie de ton pays. Et Sukarno refuse. Le peuple refuse également. Il y a des manifestations qui disent non, on ne veut pas de l'argent du FMI et de la World Bank. Gros problème. Un petit peu plus tard, en 1965, il y a une annonce à la radio qui sort un petit peu de nulle part, où un lieutenant-colonel qui s'appelle Ontang fait une annonce. Il se dit être à la tête d'un conseil révolutionnaire, qu'il a appelé donc le mouvement du 30 septembre. Le général Soeharto, qui lui fait partie, qui est un membre en fait du gouvernement, de la partie armée, qui a des idées assez extrêmes, on va dire, se prend la tête de la répression pour, on va dire, étouffer cette révolution. En 48 heures. C'est très rapide, hein, on ne peut même pas parler vraiment d'une grosse confrontation, c'était un petit mouvement, on ne sait pas d'où il est sorti. Et il en profite pour exterminer, on va dire, le Parti communiste indonésien. Et il met la pression sur le président, donc, pour Sukarno, sur le président Sukarno, pour signer ce qu'il a appelé l'ordonnance du 11 mars et lui transférer l'intégralité des pouvoirs. Il tient l'armée de l'Indonésie et il fait un coup d'État. C'est un coup d'État qui aura de très graves conséquences pour le peuple indonésien. Il va organiser une chasse aux communistes, alors ça rappelle 2-3 choses, et qui va faire plus d'1 million de morts, parmi lesquels figure une majorité de paysans. 1 million de morts, donc on parlait de génocide. Pendant ce temps-là, toutes les relations avec l'ONU et l'Occident d'une manière générale retrouvent en fait leur beau fixe, sont au beau fixe. L'Indonésie réintègre l'ONU, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Le pays emprunte énormément, ce qu'avait refusé Sukarno. Il emprunte énormément et la dette explose. Il fait même la une du Times, ce monsieur. Juste pour vous dire un petit peu où on en est. Et là, c'est très intéressant ce qui va se passer à ce moment-là. Ils sont en train de rédiger une nouvelle constitution. Il vient de prendre le pouvoir, en fait, Suharto. Et pour organiser l'écriture de cette constitution, il va organiser ce qu'il a appelé l'Indonesian Investment Conference. Alors c'est quoi? Ce sont des groupements de multinationales qui vont venir, en fait. Ils ont loué un hôtel en Indonésie. Et ils ont dédié donc, chaque pièce, finalement, à un secteur. Il y avait un secteur de l'oil and gas, le secteur de la banque, le secteur de l'agriculture, etc. Et en fait, chaque grosse compagnie est invitée à présenter ses velléités quant à cette nouvelle constitution. Il y a Siemens qui a participé,
General Motors qui a participé, Big Oil, Rockefeller, bien évidemment, qui a participé. Et donc ils vont chacun dire, ok, on va bien investir dans votre pays, par contre on a forcément des demandes quant à cette nouvelle constitution. Et l'idée c'est que derrière cette constitution-là, qu'est-ce qu'on a finalement? On a, pour la première fois dans le monde, une société entière qui est artificiellement construite pour satisfaire les volontés économiques d'un conglomérat regroupant chacun de ces secteurs d'activité. C'est ce que le Time Magazine appellera la meilleure nouvelle pour l'Occident depuis des années en Asie. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, on va inventer un nouveau terme. Vous l'avez certainement tous entendu, c'est la mondialisation. Donc là, on utilise un concept marketing. Encore une fois, derrière la mondialisation, ce qui se cache vraiment, c'est l'impérialisme économique. Donc voilà, pour être sûr de la définition, qu'on soit tous, on va dire, sur le même niveau de compréhension. Cet impérialisme économique, c'est ce qu'on appelle mondialisation, et les résultats, c'est ce qu'on connaît en Indonésie aujourd'hui. L'idée de ce projet, en fait, c'est de redonner la possibilité à tout le monde de prendre conscience de ça. On a tous pris un peu de distance par rapport à ces événements, et c'est naturel aussi, quelque part. Mais c'est important, parce que ça influe dans toutes nos logiques de consommation, toutes nos habitudes, en fait. Donc, ce qu'on souhaitait mettre en fait en valeur dans cet outil informatique, c'est à chaque fois que vous allez acheter une paire de chaussures, bon, vous connaissez le prix en euros, est-ce que vous connaissez le coût humain derrière? Est-ce que vous savez où ça a été produit, les conditions de travail? Est-ce que les gens sont protégés? Est-ce qu'ils ont une couverture sociale? Combien ils travaillent par jour? Combien d'heures? En Indonésie, ils travaillent toujours 35 heures par jour. Non, pas faux. Par jour, sans les mecs. C'est drôle, mais c'est pas une blague. 35 heures par jour avec 4 heures de délai. Ensuite, pour se reposer, et ils repartent. Oui, en fait, ils font en fait 24 heures plus. Ah oui. Et ensuite, ils dorment 4 heures. Donc, ce qu'on forme une semaine, eux, ils enchaînent. Pour vous donner une idée. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, c'est important qu'on arrive à trouver finalement une sorte de devise, entre guillemets, qui reprenne un petit peu ces indicateurs clés et qu'on crée comme ça une nouvelle mesure que nous on a décidé d'appeler le coût humain. Comme ça, si jamais vous hésitez entre deux paires de baskets, vous pouvez comparer le prix, mais vous pouvez aussi comparer ce qu'il y a derrière. Donc c'est un projet qui est là pour le coup en pure phase d'initialisation. L'idée c'est que là on va pas mettre de business model par-dessus. C'est quelque chose qui va être réalisé de manière en open source, aussi décentralisé. Et on aimerait le concevoir de manière collaborative. Donc voilà, le but c'est pas forcément qu'il y ait de la rémunération derrière. On veut que ce soit un projet ouvert, qui puisse être utilisé dans tous les pays. Donc c'est très important que ce soit décentralisé pour éviter forcément les restrictions sur le réseau internet dans certains endroits, que tout le monde puisse participer. Et le concevoir de manière collaborative si des gens parmi nous sont intéressés. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. On va effectivement passer aux questions. Les collègues sont là aussi pour répondre, bien évidemment.